Et là, vous êtes sur la première 7h38. Cette année 2016 s'achève bientôt, une année intense, c'est le moins qu'on puisse dire, marquée par des scènes de guerre, par des attentats terroristes, par un repli identitaire aussi, année dominée par les questions religieuses sous toutes ses formes. Pas un jour sans que des crimes n'aient été commis au nom de Dieu. Et les victimes se comptent parmi toutes les confessions et surtout les continents. Alors que le pape François l'a lancé hier, son traditionnel appel à la paix, avoir la foi, croire en un certain Dieu est-il encore compatible avec la tolérance et le respect de l'autre ? L'actualité nous laisserait parfois penser le contraire et pourtant au quotidien une foule d'initiatives prouve que le dialogue interreligieux existe, mais on l'entend peu, ce dialogue, on le voit peu. On va en parler ce matin avec notre invité, Philippe Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes sociologue des religions à l'Université de Lausanne. Est-ce qu'on peut encore, en cette année 2006, être optimiste quand on parle de religion, Philippe Gonzalez ? Alors oui, je crois qu'on peut l'être. Vous aviez raison de soulever les violences commises au nom des religions. Elles se feraient plus facilement une place dans l'actualité. Mais cette année 2016 a été quand même marquée par des événements importants qui soulignent le caractère constructif des religions. On peut penser aux 500 ans de la Réforme, 500 ans qui ont donné l'occasion au pape François notamment de dire son attachement à ses frères protestants en soulignant le 31 octobre en Suède, alors qu'il était en Suède, en soulignant l'apport que le protestantisme a fait au christianisme pour travailler aussi sur des enjeux de dialogue. Et je pense que c'est le mot fort aujourd'hui, dialogue, un dialogue qui peut s'exprimer à la fois dans les événements, mais qui peut aussi s'exprimer dans le quotidien. On a ces initiatives très belles depuis 10 ans maintenant, qui sont la semaine des religions, qui en Suisse permettent aux communautés religieuses d'ouvrir leurs portes. Donc on a des visites de mosquées, de synagogues, de temples hindous. Et puis un dialogue qui se concrétise aussi dans des actions éducatives, comme au niveau scolaire. Les programmes scolaires en Suisse romande, pour la plupart des cantons, sauf Genève et Neuchâtel, sont directement inspirés pour tout ce qui a trait à la citoyenneté et à la culture, du dialogue interreligieux. C'est un fruit d'initiatives qui en Suisse sont nées il y a à peu près une vingtaine d'années et qui se sont traduites en matériaux scolaires depuis à peu près une quinzaine d'années. Mais vous l'avez dit, ce sont des événements ou des moments qui échappent à l'actualité. Alors peut-être devons-nous faire notre mea culpa ou notre nostra culpa, nous journalistes, de ne pas relayer ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on en parle peu, ce dialogue interreligieux qui se porte bien, mieux que jamais, qui émerge. Alors le pape, c'est vrai, la visite en Suède du pape, ça on l'a commenté relativement largement. Mais pourquoi les autres actions positives échappent, selon vous, au radar de l'actualité ? Je devrais plutôt poser la question à mes collègues ou me la poser moi-même, vu que c'est moi le journaliste aujourd'hui. Enfin, vous êtes sociologue des religions. Comment comprenez-vous le fait qu'on en parle peu ? Alors, je pense déjà que c'est lié à un phénomène qui marque la société, c'est celui de la sécularisation. Le fait qu'on est sorti du religieux, et cette sortie, on va dire qu'elle se déroule à plusieurs niveaux. Les gens sont de moins en moins religieux, ils se rendent de moins en moins au culte ou à une célébration, à la messe. Donc on compte aujourd'hui en Suisse 10% de pratiquants. Mais il y a aussi combien de pourcents il y a 50 ans ? Vous avez des chiffres en tête ? Oui, on pense à peu près on est passé d'une société dans laquelle on avait entre 30 et 25% de pratiquants à 10% à peu près aujourd'hui, au cours des 30 dernières années, à peu près. Et puis, alors bien que les gens se déclarent encore, pour la plupart en Suisse, soit chrétiens, soit d'autres confessions. Pour les chrétiens, c'est à peu près 70%. Mais il y a un autre phénomène, c'est que aussi les paramètres culturels ont changé. On est sorti d'une société qui était fortement marquée par le christianisme. On est entré dans une société qui est plurielle du point de vue religieux et qui surtout est de moins en moins religieuse. On a quand même 25% de la population qui se dit non religieuse. Et parmi cette population-là, vous avez une forte proportion de journalistes. Donc, je pense qu'il y a un effet. Les gens qui sont allés à l'université tendent plus souvent que d'autres à être moins religieux que les autres. Mais vous le disiez, Philippe Gonzalez, les églises n'ont jamais été aussi vides qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé de religion. Ça veut dire que le fait religieux ou le mot religion a été confisqué par les politiques, par les journalistes, on peut dire ça ? On peut dire que... Par la sphère médiatique, disons cela comme ça. Alors, la sphère médiatique fait écho à un phénomène qui est celui de l'exotisme de la religion. La religion, c'est devenu quelque chose qui concerne l'autre, quelque chose d'étranger ou d'étrange.
D'étrangers au premier sens, on parle beaucoup d'islam. D'étranges parce que la plupart des pratiques paraissent étranges, qu'elles soient catholiques ou protestantes même, hein, très proches quand elles sont... Nous sont étrangères, oui. Elles nous sont étrangères quand elles sont reprises. On n'a plus les codes de lecture forcément culturels, des éléments liés à notre architecture religieuse par exemple. C'est pour ça qu'une formation scolaire sur le fait religieux, hein, pas du catéchisme, on est d'accord, mais est importante, ne serait-ce que pour conserver des paramètres de lecture culturelle. Comment vous voulez lire la littérature sans avoir été initié, la littérature classique française, hein, sans avoir été initié minimalement à des récits bibliques, par exemple. Même ici en Suisse, la religion chrétienne ou les religions, le christianisme en tant que tel, nous est devenu étranger ? Alors, oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire c'est plus marqué dans des cantons qui sont fortement marqués par la laïcité que des cantons plus confessionnels. Donc on a cette division du religieux qui se fait au niveau cantonal en Suisse, mais on est quand même pas mal, du point de vue médiatique, sous l'emprise en fait de l'influence française, il faut le dire. Nous regardons beaucoup les médias français et nous importons beaucoup les débats français sur ces questions-là. On parle de la France justement, alors on verra ce qui se passe au mois de mai 2017 et là on en vient à la politique dure, l'élection présidentielle avec l'émergence lors des primaires républicaines, vous l'avez vu, d'un François Fillon dont on a dit qu'il représentait cette vieille France, avec des guillemets au mot vieille, en tout cas cette France catholique ou catholique zombie, comme a pu le dire un Emmanuel Todd il y a une année, lorsqu'il commentait les événements de l'après-Charlie, de la tuerie de Charlie Hebdo, dans cet ouvrage fort remarqué, fort polémique aussi, Qui est Charlie ? Alors c'est quoi cette France-là, catholique zombie, comme le dit Emmanuel Todd, ou catholique traditionnel ou traditionnaliste, comme on décrit les électeurs de François Fillon ? De quoi est-ce le nom, là ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que là, du coup, on a deux versants de la religion. On a parlé tout d'abord du dialogue. On a un versant qui vise à aller vers les autres et construire des ponts. Et on a un versant identitaire, dans le cas de l'élection française, avec une France catholique, conservatrice, qui porte le candidat Fillon, qui préfère Fillon à Marine Le Pen, parce que c'est un candidat plus présentable. Mais si on regarde de près quel est le programme de Fillon, c'est un programme qui socialement est conservateur. Alors là, oui, ça va de pair avec un certain catholicisme, hein, avec en tout cas les enseignements du magistère. Mais du point de vue économique, c'est à l'encontre, en fait. Ça va à l'encontre. Le programme de Fillon s'oppose aux enseignements sociaux de l'Église, qui sont des enseignements on pourrait dire humaniste ou très progressiste du point de vue social. Donc oxymore, catholique ultralibéral, c'est ça son programme. C'est exactement ça. Finalement, c'est pas très loin de ce qu'on a avec Trump aussi, quand bien même Trump est une figure morale très très ambiguë, mais il a été porté très fortement par la droite chrétienne. 80% des évangéliques blonds ont voté pour lui aux États-Unis, ce qui constitue quand même une masse électorale importante. C'est 30% de la population, presque, hein, ou 25%, on va dire. Donc on voit que c'est la même configuration. C'est une configuration... Trump et Fillon, oui. Oui, absolument. C'est une configuration conservatrice sur les questions morales, ultralibérale sur les questions économiques, et surtout, c'est ça qui est intéressant, en tout cas pour la France, on a affaire à deux types d'électorats catholiques qui se rencontrent, à la fois des ultras conservateurs du point de vue de la pratique religieuse, et à la fois des catholiques, on va dire, culturels, un vernis, hein, on a un vernis culturel catholique, mais ce sont des gens qui ne vont pas forcément à l'église, mais qui se reconnaissent dans une lecture identitaire du catholicisme, ce qu'on peut avoir aussi en Suisse, une lecture identitaire du christianisme, hein, de façon plus large, qui est portée par certains politiciens. Et puis, alors là, ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en France, vous avez des évêques qui ont récemment pris position contre précisément ce type de lecture. Contre l'extrême droite aussi. Hein. Contre l'extrême droite aussi, ouais, contre le FN, avec toute une réflexion sur la question du politique, sur l'enjeu de la diversité et du vivre ensemble. Donc on a cette opposition très intéressante entre on va dire, des gens qui se revendiquent d'un catholicisme, mais qui sont des distancés de l'Église, en partie, hein, pour la partie la plus importante, ils sont distancés de l'Église et à la fois ils font une lecture très identitaire du christianisme ou du catholicisme, et à côté des responsables religieux qui, eux, favorisent le dialogue,
tentent des initiatives vers d'autres chrétiens, vers d'autres religions, et ne sont pas entendus par la base. Oui, parce qu'on a vu aux États-Unis aussi, face à la menace de Trump d'expulser des millions d'étrangers, des églises et des synagogues aussi aux États-Unis se sont déclarées sanctuaires. Elles étaient prêtes à offrir un abri à toutes les personnes potentiellement en danger. Donc c'est aussi l'illustration de ces tensions au sein de du christianisme local que vous nous racontez là. Oui, et ce qu'on décrit aux États-Unis, on peut le décrire pour l'Europe. Pensons par exemple aux corridors humanitaires qui ont été mis en place pour acheminer des réfugiés qui tentent de fuir la Syrie ou l'Irak. C'est une initiative notamment lancée par des organismes religieux œcuméniques, protestants et catholiques. Et c'est un fruit direct du dialogue interreligieux qui se mène depuis 30 ans à Assise, qui avait été inauguré par le pape Jean-Paul II et qui se poursuit année après année. Donc on voit que ces initiatives de dialogue ont des fruits concrets, des fruits qui se traduisent dans l'humanitaire. La question du réfugié, c'est une question qui est centrale du point de vue religieux. On peut aussi parler de la crèche récemment à Bagne, qui a été faite en Valais, avec des migrants, et qui a fait beaucoup grincer les dents, notamment du côté de certains partis. On voit que la question des réfugiés, de l'ouverture vers les illégaux comme aux États-Unis, est centrale en fait des religions, et elle participe aussi des questionnements centraux du dialogue interreligieux. Voilà, on se définit par rapport à l'autre, aux réfugiés, aux migrants. Est-ce qu'on est pour l'ouverture? Est-ce qu'on est pour la fermeture? Est-ce qu'on se définit aussi par rapport à l'islam? Je ne veux pas reprendre Huntington il y a 21 ans avec son fameux choc des civilisations qu'on continue de commenter, mais enfin, puisqu'on parlait de la fin de l'URSS tout à l'heure avec Patrick Chaboudet, la chute du mur, la fin de l'URSS, la fin des idéologies, et puis ce que racontait Huntington, ce monde où l'opposition est plus culturelle, voire avec un substrat religieux assez fort. Est-ce qu'on n'est pas quand même un peu là-dedans, ce réveil des catholiques en France, des conservateurs ou ultra-conservateurs aux États-Unis? Est-ce que ce n'est pas d'abord aussi un message contre l'autre et partant contre le monde musulman? Alors vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire on a deux dynamiques concomitantes. Le religieux, c'est un moteur puissant pour fabriquer des identités. Pour fabriquer des identités extrêmement compactes, et pas besoin en fait d'être des chrétiens pratiquants pour invoquer le christianisme dans une sorte de projet politique. On se déclare chrétien comme ça, le christianisme a bon dos, Absolument. En l'occurrence. Je pense qu'en Suisse, quand on voit certains débats politiques, je pense par exemple à l'initiative anti-minaret ou la question de la burqa. La question de la burqa est un peu plus compliquée, mais en tout cas l'initiative anti-minaret, c'était évident qu'on a eu un vote qui s'est exprimé à la fois au nom du christianisme, mais contre les revendications de la plupart des églises chrétiennes qui disaient n'interdisons pas les minarets, faisons un véritable travail d'intégration de ces communautés-là. Alors tout d'un coup, on redevient chrétien quand ce genre d'objet est soumis au peuple. Voilà, on redevient chrétien, mais c'est culturel. On ne va pas plus à l'église qu'auparavant. Sur la question de l'islam, je vais revenir sur la question de l'identité. On a une démarche importante en fait qui émane à la fois des cercles religieux mais aussi de l'État, parce que l'État est intéressé par le vivre ensemble et par la question de la diversité. C'est notamment le centre Islam et Société qui s'est ouvert à Fribourg, qui a été beaucoup chahuté en fait par l'UDC qui a déposé une initiative cantonale cette initiative a été balayée en fait, a été jugée anticonstitutionnelle par le tribunal fédéral, c'est tombé cette année. Oui. Et puis simultanément, on a le Conseil fédéral qui, en répondant à une interpellation, a souligné combien ce type d'initiative était important. Donc, si on regarde un petit peu l'histoire du centre Islam et Société, il est basé à l'université de Fribourg, qui est une université confessionnelle catholique, qui a une longue expérience en matière de dialogue œcuménique et qui aujourd'hui ouvre la voie vers, on ne va pas dire un dialogue interreligieux, mais plutôt une réflexion sur l'intégration citoyenne de l'islam. Mais du côté du dialogue interreligieux, on a l'université de Saint-Gall, et c'est une première en Suisse, qui cette année a ouvert un programme sur les 3 monothéismes, judaïsme, christianisme, islam. Donc on voit qu'il y a des réflexions dans des lieux de savoir, il y a des réflexions qui sont appuyées par les institutions, et simultanément, on a des contre-courants politiques, identitaires très très forts, qui essayent de déconstruire ces initiatives. Et je pense que là, on va devoir se trancher, on va devoir se positionner. Quel est le type de société qu'on veut? Est-ce qu'on veut une société compacte sur des valeurs auxquelles on n'adhère plus forcément? Ou est-ce qu'on veut travailler à l'écoute de l'autre, à l'ouverture de l'autre? Et c'est peut-être le meilleur moyen pour désarmer les courants radicaux de part et d'autre.
Bon, l'UDC est le premier parti de Suisse. Les gens Absolument. votent massivement pour l'UDC, donc ce n'est pas forcément la réponse que vous indiquez. On parle d'une société compacte, aux réponses compactes, tranchées, un peu, qui divise. C'est plutôt cette réponse-là, en l'occurrence dans les urnes, que les Suisses donnent. Je pense que c'est... Ah oui, alors, effectivement, ça se traduit politiquement, mais je pense que là où il y a du travail à faire, c'est du travail de proximité. Parce que souvent, la question identitaire est une question de méconnaissance. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de souligner, de donner de la visibilité à des initiatives qui sont locales, comme la Semaine des religions. Ça ressemble... Ça ne paye pas de mine, mais je pense que les médias ces dernières années s'y intéressent de plus en plus. Et ça vaut la peine de souligner des figures qui sont des figures de médiation. De même, dans la configuration des débats publics, je pense que les médias ont un travail à faire pour identifier des interlocuteurs qui sont capables de tisser des liens, de créer des ponts, plutôt que des interlocuteurs qui sont très tranchés. Alors évidemment, médiatiquement, ça passe mieux d'avoir un débat qui clash un peu, mais dans la sélection des interlocuteurs, là aussi, à qui donne-t-on la parole ? Est-ce que c'est à des imams qui travaillent sur l'interreligieux ? Est-ce que c'est à des imams qui ont plutôt des positions tranchées sur la question de la lapidation ? Oui, effectivement. On essaie de donner la parole à tout le monde dans un média de service public. Un Tariq Ramadan, par exemple, est-ce que vous considérez qu'il est clivant ou est-ce qu'au contraire, il est un homme à même de bâtir des ponts ? Parce que c'est quasiment c'est l'intellectuel musulman le plus médiatisé en Suisse et en France, et même au-delà, et on le reçoit souvent, avec souvent des interviews extraordinairement intéressantes. On a toujours des réactions, beaucoup de réactions quand on le reçoit. Est-ce que c'est un homme qui bâtit des ponts pour vous ? Alors moi j'aurais envie de déplacer la question et de me dire qui représente-t-il véritablement ? Et y a-t-il des représentants de l'islam en Suisse qui valent la peine d'être écoutés, des représentants qui ont été élus par la base. Moi j'en vois, je vois une personne comme par exemple Pascal Kemperli qui passe de temps en temps sur les ondes, oui, qui est le représentant de l'Union vaudoise des associations musulmanes, et là on a affaire à une élite qui est locale, d'ailleurs c'est un converti, c'est un Suisse, oui, qui est local et qui a reçu un mandat de la base. Donc je pense qu'une des questions à se poser aussi, c'est quel est le mandat que donnent les communautés locales à leurs représentants et comment ceux-ci sont-ils médiatisés. On sait bien que c'est le problème pour l'islam de ne pas avoir un seul représentant, voilà, ou disons un seul organisme qui les représente. Oui, et je pense que ça va être le grand défi pour nous, et c'est pour ça que ces centres de formation, qu'ils soient théologiques ou qu'ils soient plutôt citoyens, sont importants en Suisse. C'est qu'on doit se donner des interlocuteurs, une génération d'intellectuels qui sont des intellectuels ou des représentants de l'islam, qui soient formés en Suisse, qui soient natifs en fait du contexte, qui le comprennent institutionnellement. Si on reprend l'exemple de Tariq Ramadan, je vais vous répondre, à mon avis, il représente que lui-même. Et quand il se présente comme un professeur d'islamologie, mais lorsque je l'entends pas déconstruire l'islam. Ce que je l'entends faire, c'est plutôt une forme d'apologie soft, on va dire, apologie soft, qui passe bien dans un espace public comme le nôtre, mais c'est pas véritablement un acteur en prise avec les enjeux locaux. Et c'est des acteurs de ce type-là qu'il nous faut. Philippe Gonzalez, est-ce qu'on peut encore parler de civilisation occidentale, pour reprendre les termes et la classification d'Huntington il y a plus de 20 ans ? Est-ce que nous sommes encore dans une civilisation occidentale ? Vous avez 2 minutes. Oui, 2 minutes, je vous remercie, c'est ce qui est pas mal. Oui, on peut parler d'une civilisation occidentale si on conserve l'idée que la civilisation occidentale, elle hérite de la philosophie grecque, du droit romain, de la religion chrétienne et d'une influence importante méditerranéenne qui est celle de l'islam notamment. Et donc c'est une société qui est plurielle, qui doit redécouvrir pas simplement certaines de ses traditions, mais l'ensemble de ses traditions. Et parmi ces traditions, il y a aussi les Lumières. Donc je pense que c'est en faisant place à toutes nos traditions, qui sont diverses, c'est une grande histoire de famille avec des tensions aussi. C'est en faisant place à ces différentes traditions, et je l'ai redit, philosophie grecque, droit romain, christianisme... Et monde méditerranéen, vous l'avez souligné. Ouais, islam, et puis les Lumières. C'est en conjuguant ces différents héritages, à mon avis, qu'on restera vraiment une civilisation occidentale. Mais vous avez quelques doutes. J'ai quelques doutes quand je vois le caractère, on va dire, réducteur des identités qui nous sont proposées au nom du christianisme. Merci infiniment d'avoir été notre invité en ce jour d'après Noël, ce 26 décembre. Philippe Gonzalez, vous êtes sociologue des religions à l'Université de Lausanne. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes fêtes.